Donc aujourd'hui, je vais vous raconter un peu... donc effectivement, je ne vais pas du tout parler des fuseaux mitotiques. C'est amusant parce que j'étais un biologiste cellulaire, donc j'ai passé 25 ans de ma vie à travailler dans un laboratoire. Hein. Et puis vers la soixantaine, je ne sais pas si c'est le midlife crisis, mais j'en avais un peu ras-le-bol d'être dans le labo. J'avais envie de revenir vers la société civile, de voir du monde et puis de faire un peu autre chose. Donc j'ai pensé à faire une expédition qui au départ, l'idée c'était plutôt de faire une expédition un peu médiatique. J'avais lu le livre de Darwin sur le voyage du Beagle, j'avais trouvé ça fascinant parce qu'il raconte, c'est une histoire c'est une aventure bien sûr. Il est parti 5 ans en sortant de l'université sur un bateau de la Royale anglaise qui cartographiait les côtes d'Amérique du Sud. Et c'est pendant ce voyage qu'il a eu l'idée de la théorie de l'évolution en voyant comment on pouvait retrouver des fossiles à 3000 mètres d'altitude. Il s'est dit la mer changeait de niveau. Et puis toutes les idées sur la théorie de l'évolution sont venues de ce voyage. Donc je m'étais dit ça serait bien de refaire une expédition un peu comme ça, mais moderne. Et surtout au début c'était médiatique, c'est-à-dire pour essayer de communiquer vers le public ce qu'on apprend en biologie cellulaire, en biologie du développement, enfin dans la biologie moderne, et on est sur l'évolution évidemment. Puis finalement on n'a jamais réussi à monter ce truc-là parce que on trouvait pas d'abord on n'avait rien, on n'avait pas d'argent, on n'avait pas de bateau, on n'avait pas, donc on a commencé par chercher un peu des sponsors, puis à chercher aussi des réalisateurs ou des producteurs de télé qui seraient intéressés par ce genre de projet. Puis ça intéressait personne. La science, ça fait peur aux médias, hein, ils ont peur, hein, donc c'est très difficile. Donc ça n'a pas marché. Et puis à la fin, je me suis dit la seule solution, c'est en fait de faire une vraie parce que j'avais tellement travaillé sur ce projet, je me dis c'est quand même dommage de rien faire. Donc je me suis dit la seule solution, c'est de faire une vraie expédition scientifique. Et là, évidemment, faire de la science sur un bateau, le plancton, enfin les organismes marins, c'est ce qu'il y a de plus intéressant à étudier. Donc j'ai contacté des amis, Christian Sardeg, à Vigorski, à Villefranche-sur-Mer, et puis toute l'histoire a commencé comme ça. Donc voilà, donc c'est Terra-Océan, c'est une expédition qui a duré 3 ans, en fait, qu'on avait prévu sur 3 ans, qu'on a commencé à planifier en 2008. Et j'ai rencontré donc Étienne Bourgois, Agnès B et Romain Troublé qui possédaient le bateau Tara, qui est une goélette de 36 mètres. Et on a commencé à discuter avec eux pour voir si ça les intéressait de travailler, si on pouvait travailler ensemble. Et en fait, c'est bien tombé parce que la vision du groupe de Tara Expédition, c'était vraiment de financer en fait des expéditions scientifiques avec le bateau et en même temps de faire de la popularisation vers les enfants, vers le public et aussi vers les hommes politiques. C'est-à-dire de faire vraiment de la sensibilisation de la société sur l'importance des océans. Donc ils ont dit d'accord, on va essayer de faire quelque chose ensemble. Donc on a commencé. Alors je vais commencer par vous montrer un petit film de Christian Sardeg justement sur ce qu'est le plancton. Et donc il parle, donc j'ai pas besoin de parler là. Plankton comes from the Greek word planktos, which means wandering. Any living creature carried along by ocean currents is classified as plankton. It ranges in size from the tiniest virus to siphonophores, the longest animals in the world, and also includes microscopic algae, krill, or fish larvae. Some plankton, like these salps, drift all their lives. Others, like mollusks and fish, are only planktonic during their embryonic or larval state. When they reach adulthood, they settle or swim freely. Planktonic organisms play important roles in human life. Many microscopic species get their energy from photosynthesis. They absorb carbon dioxide and produce oxygen. Thus, they constantly renew the air we breathe. Plankton has also been a great provider of fossil energy. When it dies, it sinks to the seabed. This layer of sediment has fossilized for more than 1 billion years, producing our precious oil. Finally, plankton nourishes us. It's the basis of the food chain in which the large eat the small. Without plankton, there would be no fish. And on n'existerait pas non plus. Donc, ouais, c'est un bon exemple ce film parce que Christian a fait beaucoup de films comme ça sur le plancton pour le public. Donc, c'est un des exemples de communication
qui s'est mis en place pendant l'expédition. Alors, je voudrais vous dire un mot aussi finalement de l'évolution de la vie et du rôle du plancton dans cette évolution, et de la planète aussi, parce que justement, ça rejoint un petit peu les préoccupations de Darwin. On sait tous que la vie a commencé il y a environ 4 milliards d'années, un peu moins de 4 milliards d'années probablement. Au début, il n'y avait pas d'oxygène sur Terre. L'atmosphère était composée pratiquement de gaz carbonique. Il y avait très peu d'oxygène. Et puis, quand les premières bactéries photosynthétiques sont apparues il y a environ 2 milliards 500 millions d'années, la concentration en oxygène dans l'atmosphère a commencé à augmenter. On a commencé par avoir 1 ou 2%. Et les premiers eucaryotes sont apparus dans cette période-là, c'est-à-dire autour d'1,5 milliard d'années. Et puis, la concentration en oxygène a vraiment augmenté, en fait, sur la Terre à partir du moment où les protistes et tout le monde vivant complexe qu'on connaît aujourd'hui est apparu. Et la raison pour ça, il y a deux raisons. C'est que d'une part, ces organismes ont séquestré, donc c'était uniquement dans l'océan, avant qu'il y ait de la vie sur Terre déjà. Ces organismes ont commencé à séquestrer le gaz carbonique et la concentration en gaz carbonique a décru considérablement jusqu'à quelques dixièmes de % comme c'est aujourd'hui. Et ils ont surtout synthétisé beaucoup d'oxygène qui s'est accumulé jusqu'à atteindre environ 20%. Vous savez que pour que nous on existe, pour que les mammifères existent, il faut qu'il y ait au moins 20% d'oxygène dans l'atmosphère. Sinon, le fœtus on ne peut pas être nourri par le sang de la mère, au point de vue oxygène. Donc en fait, on descend des protistes et de cette complexité qui a commencé à se former il y a 1 milliard d'années avec l'apparition des protistes, non seulement d'un point de vue moléculaire, parce qu'il y a toute cette évolution cellulaire qui s'est faite dans les océans, mais aussi parce qu'ils ont changé l'atmosphère de la Terre et qu'ils ont permis l'apparition des organismes complexes qui utilisent de l'oxygène. Donc, si vous voulez, c'est une des raisons d'étudier tout ce monde dans l'océan, c'est que parmi les organismes qu'il y a dans le plancton actuel, il y a des organismes très anciens. Donc, au point de vue évolution, on peut essayer de remonter un petit peu dans l'histoire si on connaît bien la diversité, on peut essayer de comprendre comment cette diversité a évolué au-delà des individus. Alors aujourd'hui, il y a 98% de la biosphère qui est planctonique, il y a entre 10 et 100 milliards d'organismes par litre d'eau. Donc quand vous allez vous baigner dans l'océan, on se baigne dans une soupe en fait. C'est plein de vie, c'est plein de vie, on se rend pas compte. Ce que vous voyez là sur le film, c'est de la photosynthèse sur l'ensemble de la planète qui est visualisée par des satellites, donc qui sont très utilisés maintenant pour suivre ça. Alors il y a une autre chose qui est très intéressante, c'est que la vie dans les océans produit environ entre 40 et 50 milliards de tonnes de carbone organique par an. C'est colossal. C'est beaucoup plus que ce qui se passe sur Terre. Et pourtant, il n'y a que 1 milliard de tonnes de phytoplancton. Et la raison pour laquelle ils peuvent produire autant de matière, c'est parce qu'ils se renouvellent extrêmement vite. La durée de vie de ces organismes, c'est de l'ordre de quelques heures à quelques jours à quelques semaines. Mais comparé aux arbres, par exemple, ça n'a rien à voir. C'est un taux de renouvellement colossal. Alors, et puis une grosse partie donc du carbone, de ce carbone-là tombe au fond des océans, est séquestré, et c'est ce qui fait que la concentration en CO2 reste faible dans l'atmosphère et qui régule en fait, le plancton régule c'est un des grands régulateurs de notre climat. Donc, qu'est-ce qu'on voulait faire dans Tara Océan ? La complexité de ce système, c'est qu'il y a énormément d'organismes différents, et que pour essayer de comprendre comment ils fonctionnent, il ne faut pas s'intéresser à un de ces organismes, mais il faut essayer de comprendre l'ensemble. Et c'est ça qui a fait toute l'originalité et la force du projet Tara Océan, c'est qu'on a étudié tous les organismes, tous les royaumes en fait, depuis les virus jusqu'aux larves de poissons, jusqu'aux métazoaires, etc. Donc comme vous le voyez là, au centre, il y a, donc on a des bactéries, des virus, des protistes, donc des organismes unicellulaires comme nos cellules, mais qui sont des protistes, et des métazoaires. Et en plus, tous ces organismes sont exposés directement à un environnement complexe, ils sont transportés par les courants et en permanence exposés à des variations de tous ces paramètres qui sont les sels nutritifs, la concentration en CO2, l'oxygène, la salinité, la température, la lumière, tous ces aspects jouent un rôle très important sur ces cellules qui sont directement exposées. En particulier les organismes unicellulaires comme les protistes, ce qui est d'extraordinaire, c'est que le génome finalement est exposé directement à l'environnement puisqu'il n'y a pas de cellules germinales, et de soma. C'est donc on ne sait pas trop ce qui se passe là au point de vue impact de l'environnement sur le fonctionnement de ces organismes. Alors pour étudier ça,
Donc quand j'ai commencé à organiser l'expédition, donc j'ai commencé par parler avec Christian Sardet, Gabi Gorski, et puis ensuite j'ai rencontré Chris Boller, et puis plein d'autres collègues, et on a décidé que pour que cette expédition fonctionne, il fallait qu'on ait un système interdisciplinaire avec des spécialistes des différents composants du plancton, donc des spécialistes du zooplancton, des protistes, des bactéries, des virus, etc. Mais aussi des spécialistes au point de vue technologie, c'est-à-dire des gens capables de séquencer les organismes qu'on allait collecter. Donc là, le Génoscope et Jean Weissenbach ont joué un rôle très important dans l'organisation et puis ils ont tout séquencé en gros. Il fallait des spécialistes des données environnementales, donc des océanographes, des gens comme ça, de l'imagerie. Donc ça, il y avait des gens à l'EMBL et puis dans les stations de biologie marine. Mais aussi, dès le départ, on a pensé à l'organisation des données. C'est-à-dire qu'on a recruté des spécialistes de l'organisation des données, de la bioinformatique et de la modélisation théorique. C'est-à-dire, donc ça, c'est des physiciens. En fait, c'est des physiciens qui font aussi de l'océanographie, mais qui font de la modélisation. Et dès le départ, on a regroupé tout ce monde-là et on a fait des réunions à peu près tous les 3 mois pendant plus d'1 an avant le départ de l'expédition. Et c'est pendant ces réunions qu'on a vraiment structuré le projet scientifique, qu'on a structuré le protocole d'échantillonnage, le voyage, et comment on allait stocker les données, comment on allait les analyser. On a tout prévu. Après, on a continué pendant l'expédition, mais c'était un gros travail collectif et très très intéressant. Et donc on a réussi à mettre au point un protocole d'échantillonnage. Alors ça, c'était quelque chose d'extrêmement complexe à mettre au point, parce qu'il fallait réussir à échantillonner des virus, des bactéries, des protistes et du zooplancton. Et tous ces organismes, ça s'étend sur une échelle de taille qui va de quelques dixièmes de micron à plusieurs millimètres ou centimètres. Et donc on a des méthodes d'échantillonnage, les océanographes savent faire ça, mais il y a des méthodes d'échantillonnage qui sont développées pour collecter ces différents organismes. Et il faut filtrer des concentrations différentes, des quantités d'eau différentes pour chaque fraction de taille. Parce que plus les organismes sont petits, plus ils sont abondants. Donc quand il y en a beaucoup, on n'a pas besoin de collecter beaucoup d'eau. Par contre, quand il n'y en a pas beaucoup, par exemple le zooplancton, il y en a entre 1000 et 10 000 organismes par litre d'eau, alors que les virus, c'est des milliards. Donc il suffit de 100 litres d'eau pour analyser les virus et les bactéries, mais il faut des centaines de milliers de litres d'eau pour collecter suffisamment de gros organismes pour les caractériser. Donc on a calculé tout ça et on a développé un protocole qui était faisable sur Tara, qui est une goélette de 36 mètres et 10 mètres de large, c'est pas très grand. Et on n'est pas beaucoup sur Tara. Il y avait 6 scientifiques, 6 marins, en général un journaliste et un artiste. Il y avait tout ce monde. C'était comme les grandes expéditions du 19e siècle, un petit peu, pour avoir tout ça réuni. Et donc, il fallait réussir à 6 scientifiques plus les marins à collecter tout ça. Donc on a mis au point la méthode d'échantillonnage et ça, finalement, ça a très bien marché. Mais c'était beaucoup de travail. Alors, ce qu'il y a de compliqué aussi dans la caractérisation de l'écosystème planétaire, c'est que l'océan, c'est pas une masse d'eau stable. Il y a des courants extraordinaires. Donc, ce que vous voyez là, c'est un modèle réel de la NASA qui représente la circulation océanique globale sur la Terre. Et donc, vous voyez, il y a les grands courants, il y a Gulf Stream que vous voyez là, les grands courants des alizés ici, les tourbillons. Et donc, il y a tout un système tourbillonnaire avec des zones très hétérogènes. Ça, c'est les zones d'Agoulas. Je vais en reparler à la fin de la présentation. Qui circulent d'est en ouest à travers l'Atlantique Sud. Et donc, si on veut faire quelque chose de correct, il faut bien connaître tout ça. Donc, il faut travailler avec les océanographes. Il faut prévoir le trajet de façon à échantillonner des zones représentatives de l'ensemble du système océanique terrestre. Alors, il y a des modélisateurs, donc comme Mick Follows aux États-Unis, qui a modélisé finalement comment les organismes se distribuent dans les océans. On sait que les organismes, il n'y a pas la même concentration de différents. Par exemple, au sud, il y a énormément de diatomées. Ensuite, il y a d'autres bactéries photosynthétiques. Il y en a encore d'autres qui sont présentes à l'équateur. Et en fait, on peut modéliser ça. Ça, c'est un modèle stochastique dans lequel ils ont pris le modèle de circulation océanique globale qu'ils ont ensemencé avec une centaine d'organismes virtuels qui ont des propriétés qu'on connaît assez bien. Puis ils ont regardé comment ce système évoluait avec le temps. Et en fait, ils obtiennent une distribution qui ressemble assez
à ce qu'on observe avec les satellites. Donc on peut essayer de comprendre comment ça marche, mais il y a très peu d'espèces connues dans l'océan. Avant Tara Océan, il y avait très peu d'espèces connues, donc c'était des modèles assez primitifs. Donc en connaissant tout ça, on a décidé d'un trajet, si vous voulez, qui nous permettrait d'échantillonner l'ensemble du globe en ayant un échantillonnage assez représentatif de la diversité des organismes qui sont présents dans les océans. Donc on a traversé la Méditerranée, on est passé par la mer Rouge. Le nord de l'océan Indien est très intéressant parce que c'est une zone acide et très pauvre en oxygène. Ensuite, l'Atlantique Sud. Donc là, il y a cette zone qui est très intéressante de passage entre l'Indien et l'Atlantique Sud. L'Antarctique, on a fait le Pacifique Sud, le Pacifique Nord. Et puis ensuite, dans une deuxième phase, on est revenu fin 2012 en France. Et en 2013, on est parti pendant l'été. On a fait le tour du pôle Nord pour échantillonner le système planctonique du pôle Nord. Alors ça représente beaucoup de données, d'échantillons. On a fait environ 210 stations tout autour du monde. On a 35 000 échantillons pour la biologie, donc en surface à 25-50 mètres, et puis dans la zone profonde entre 100 et 600 mètres. Et ces échantillons, on les a collectés pour séquencer l'ARN, l'ADN, pour faire de la microscopie, des analyses quantitatives, mais aussi pour tout ce qui concerne l'environnement, c'est-à-dire entre 0 et 2000 mètres, c'est-à-dire ce qu'on appelle les CTD, ça caractérise la colonne d'eau, en gros, avec la température, salinité, concentration d'oxygène, plein de paramètres physico-chimiques. Donc on est parti en 2009, ça c'est le côté médiatique, il y avait énormément, il y avait 5000 personnes à Lorient quand on est parti. Il y avait énormément de monde, plein de bateaux qui suivaient Tara. Donc vous voyez Tara ici, là, en train de partir. Et puis ça, c'est pour vous montrer un petit peu ce qui se passe à bord, comment on travaille. Donc vous allez voir. Donc ça, c'est un filet. Vous voyez, quand on remonte les filets, il y a énormément de matériel. Donc on collecte quantitativement. C'était physique, parce que Tara, c'est un voilier quand même, pas très grand, il roule beaucoup. Donc on a choisi les gens qui sont venus, parmi les scientifiques, on a fait une sélection pendant la phase méditerranéenne pour prendre ceux qui résistaient. Alors, il y a tout un système d'imagerie à bord aussi pour suivre. Ça s'appelle une flowcam, ça permet de quantifier les espèces automatiquement, visuellement. La nuit. Les deux ingénieurs qui ont fait un boulot absolument fabuleux. Alors il y a eu des coraux aussi, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui, j'ai pas le temps. Donc à bord il y avait tout un labo sec qui permettait aussi de mesurer les propriétés de l'eau en surface. C'est-à-dire qu'il y a de l'eau qui passait à travers le bateau dans un tuyau. Et il y avait plein d'appareils qui permettaient de mesurer la salinité, la température. C'est très important pour se repérer, ça, pour faire l'échantillonnage, mais aussi pour mesurer un certain nombre comme la photosynthèse, un certain nombre de paramètres biologiques. Donc normalement, ce que vous voyez ici, en fait, c'est ce qui se passe dans l'océan. Vous avez des régions chaudes oligotrophiques, donc où il y a peu de matière vivante, des régions froides où il y a énormément de matière vivante qui existe. Souvent, les expéditions océanographiques font ce qu'on appelle un transect, c'est-à-dire qu'ils échantillonnent de façon régulière partout, mais sans tenir compte de l'environnement. Nous, ce qu'on a fait dans Tara Océan, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on a échantillonné spécifiquement des régions qui viennent des zones oligotrophiques qui se mélangent avec le reste et des zones froides. Donc il y a des régions, des anticyclones qui sont chaudes, des cyclones qui sont froids. Et on a échantillonné systématiquement à l'extérieur et à l'intérieur de ces différents tourbillons pour avoir une représentation bien exhaustif de ce qui se passe. Donc ça c'est un exemple, vous voyez par exemple, j'étais sur le bateau pendant ce leg, c'est entre Buenos Aires et Ushuaia, ici dans les 50e rugissants, et on avait prévu d'échantillonner comme ça, donc la zone côtière, un premier tourbillon chaud, ensuite une zone intermédiaire, ici 2 zones intermédiaires, puis dans un courant froid, le courant qui remonte du jet circumpolaire ici, c'est le courant des Malouines. Donc on avait prévu d'échantillonner tout ça. La difficulté, c'est de réussir à y aller. Et comme ça, c'est des cartes satellites qui vous informent sur
justement sur l'état de l'océan, où sont ces tourbillons en temps réel. Donc on peut essayer d'y aller et les retrouver. Donc vous voyez par exemple ici, c'est le tracé de Tara dans cette zone-là. Donc c'est tarabiscoté parce qu'il y avait des tempêtes sans arrêt, on avait entre 30 et 60 nœuds. Donc on essayait d'arriver au bon endroit au bon moment. Et donc vous voyez par exemple ici, ça c'est la température. Et donc on voulait échantillonner un tourbillon chaud là. Et donc vous voyez l'eau est froide là, elle est autour de 10 degrés. Et puis on avance, elle chauffe. Et quand on arrive dedans, on le voit sur le bateau, ça, on est vraiment dans le tourbillon, on échantillonne dans cette zone-là. Ensuite on repart, il y a une tempête. Et puis on échantillonne la zone intermédiaire et puis la zone froide dans le courant des aiguilles. Alors pendant cette période, c'était voilà le genre de temps qu'on avait. Donc c'était physique parce qu'il y avait 3 jours de tempête épouvantable. 24 heures pendant lesquelles on pouvait échantillonner, donc on travaillait, et ça recommençait. Ça a duré 3 semaines. Ça, c'est Jimi Hendrix. Hein, on écoutait Jimi Hendrix sur la Provence. Hein, là. Ce qui est chaud extraordinaire, c'est d'avoir réussi, vous allez voir ce qu'on a fait au point de vue science, à faire ça sur un voilier, quoi. C'est très romantique. Donc voilà, donc pour passer aux choses sérieuses, comment on a procédé pour l'analyse. Donc l'idée c'était, alors je voudrais dire une chose, c'est que, bon, l'idée évidemment c'était de faire du séquençage pour caractériser tous ces organismes, mais quand on est parti avec Tara Océan, on n'était pas sûr que la puissance de séquençage qu'on avait à l'époque permettre effectivement d'analyser vraiment bien tous ces échantillons. Jean est là, donc il peut dire un mot de ça, mais en tout cas, l'idée c'était de séquencer toutes ces fractions de taille, donc depuis les virus, les bactéries, les protistes, les métazoaires, de les séquencer pour avoir des séquences de l'ADN et des ARN pour faire de la métagénomique et de la métatranscriptomique et pour caractériser aussi les espèces. Et puis en même temps, de collecter des échantillons pour faire de l'imagerie quantitative depuis les bactéries jusqu'aux zooplanctons. Et puis évidemment collecter les paramètres physico-chimiques pour essayer de comprendre l'écosystème. Dans le sens, un écosystème, c'est un ensemble d'organismes dans un environnement donné. Donc si on n'a pas les données environnementales, on ne peut pas faire d'écologie. On est obligé d'avoir l'ensemble. Hein. Donc on a essayé de collecter tout ça. Et dans le procédé de collection des échantillons, on a des codes-barres qui relient tous ces paramètres, toutes ces analyses entre elles, et avec l'échantillon qui a été prélevé à un endroit donné, à une profondeur donnée. Donc l'autre problème, c'était de stocker les données, et donc on a progressivement au cours de l'expédition, on a organisé le stockage de toutes ces données biologiques et environnementales. Le Génoscope, l'EBI, qui est la base de données européenne, stocke toutes les données de génomique. Pangea, qui est une base de données océanographique européenne aussi, stocke les données océanographiques. Le MBL stocke un certain nombre de données. Villefranche aussi, bon, on a un certain nombre de données. Mais c'est très bien organisé et on a une interconnectivité complète entre toutes ces bases de données grâce aux codes-barres qui sont reliés aux codes-barres des échantillons. Alors tout le consortium a beaucoup travaillé en utilisant ces données, travaillé sur tout ça pendant l'expédition et puis après la fin de l'expédition. Et on a réussi à publier 5 papiers en mai dernier dans la revue Science, un numéro spécial qui raconte un petit peu l'expédition et puis pourquoi c'était important, et qui est dans laquelle il y a 5 articles différents. Donc dans ces 5 articles, je vais en parler un petit peu maintenant, dans ces 5 articles, il y a 3 articles qui sont plutôt descriptifs, c'est-à-dire qui décrivent la diversité des virus, la diversité des bactéries, la diversité des eucaryotes, et puis 2 articles qui montrent comment on peut utiliser ces données et cette diversité pour essayer de comprendre l'écosystème. Donc il y a un article qui est sur les interactions entre ces organismes, et puis un autre qui est sur le rôle des courants, donc du transport, dans la structuration des écosystèmes. Donc je vais vous parler un petit peu de tout ça en essayant de simplifier un peu. C'est assez compliqué, mais c'est quand même, je pense que ça ouvre quelque chose d'absolument extraordinaire au point de vue de la compréhension de l'écosystème mondial.
océaniques. Donc là, donc ce dont je vais vous parler, c'est un petit peu de tout ça. On va les prendre l'un par un. Donc là, je vais commencer par la caractérisation exhaustive des grands royaumes de la vie océanique. Donc en parlant en partant des virus, des bactéries et des eucaryotes, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a obtenu. Donc ça c'est une courbe. Si vous regardez pas le bleu, regardez juste la verte. Là, c'est une courbe qui vous montre en fait la diversité des types viraux, donc des phages, pas des virus eucaryotes, mais des phages dans ce cas-là. Et ce qui se passe quand on séquence de plus en plus d'échantillons. Et là, on a séquencé une quarantaine de stations, je crois, je ne me rappelle plus combien, mais sur les 210 stations qu'on a. Et vous voyez déjà que plus on augmente le nombre d'échantillons qui est séquencé, et moins on augmente la diversité observée on arrive à saturation, si vous voulez. Et ça, c'est très important, parce que ça veut dire qu'on a fait vraiment une caractérisation exhaustive des stations échantillonnées. Donc on sait quelle est la diversité qu'il y a dans ces échantillons. On arrive à quelque chose comme 5500 types de virus dans ces échantillons, et ça représente 10% des données de Tara-Océan. Donc il y a probablement, ça nous permet d'évaluer, il y a probablement dans l'océan environ 50 000 types au minimum de phages. Alors une autre chose qui est extraordinaire qu'on peut faire avec cette expédition, c'est qu'on peut corréler, si vous voulez, les stations les unes avec les autres par rapport à ce qu'on sait des courants de la grande circulation, parce que ça c'est très déterministe. Et donc le groupe qui travaille là-dessus, qui est un groupe américain, Matt Sullivan, qui travaille à l'université qui travaille au Texas, ils ont montré qu'en fait il y a une diversité globale des virus qui est relativement faible, mais que la diversité locale est beaucoup plus importante. Et donc ça veut dire qu'en fait la diversité des phages qu'on voit dépend de la diversité finalement des hôtes. Et quand on est dans des zones, par exemple, comme dans cette région-là, qui est un upwelling très riche, on a une grosse diversité des phages. Et en utilisant la courantologie, on peut dire d'où viennent les virus qu'on trouve à un endroit donné dans l'océan. Donc ça permet de décrire une cartographie dynamique, en fait, de la diversité des phages océaniques. Ce qui est fabuleux, parce que ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est de réussir à faire ça avec des données statiques, mais bon, comme on connaît, c'est un peu de la modélisation, quoi. Alors, l'autre chose qui a été faite, c'est en ce qui concerne les bactéries. Donc ça, c'est le groupe de Pierre Bork à l'EMBL avec Shinya Tsunagawa qui ont travaillé là-dessus. Ils ont caractérisé 68 stations à 3 profondeurs, donc surface, DCM, donc 50 mètres et environ entre 300 et 600 mètres. Et ils ont caractérisé donc ce système. Ils ont identifié en fait 40 millions de gènes qu'ils ont regroupés dans ce qu'ils appellent le Ocean Microbiome, avec les données qui viennent d'autres expéditions ou qui étaient présentes dans les bases de données déjà. Vous voyez que 80% des données qu'on a sur les génomes bactériens, sur les gènes bactériens, ça vient de Tara. C'est-à-dire qu'on a quasiment décrit la grande majorité des systèmes. Et là encore, on a fait des courbes de saturation comme pour les phages. On voit qu'on arrive à saturation. C'est-à-dire sur ces 68 stations, on a quasiment probablement caractérisé la majorité des gènes. Et évidemment de la diversité. On a caractérisé environ 35 000 espèces de bactéries dans ce système. Ça représente 1000 fois plus de séquences que dans le Global Ocean Sampling de Craig Venter, et 23 000 fois plus de séquences que dans le génome humain. Donc c'est juste, je vous montre ça, c'est pas pour vous dire on est très fort, c'est parce que ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ça a été possible ça, parce que le Génoscope a utilisé les méthodes modernes comme Illumina. On n'aurait jamais pu faire ça avec les méthodes de séquençage qui existaient 5 ans plus tôt. Donc on a fait cette expédition au bon moment, on n'aurait pas pu le faire avant, et pas seulement au niveau séquençage, mais aussi au niveau stockage des données, et analyse des données, c'est-à-dire que la capacité de stockage et la puissance des ordinateurs pour reconstruire les génomes, ça a été quasiment très difficile et très cher de faire ça 5 ans plus tôt. Alors maintenant, si on regarde les eucaryotes, c'est la même chose, c'est-à-dire que là, on n'a pas utilisé les métagénomes, mais plutôt des marqueurs ribosomiques, parce que c'est compliqué de faire de la métagénomique sur les eucaryotes. Et donc avec ça aussi c'est pareil, on arrive à une courbe de saturation, ça c'est la totalité des eucaryotes caractérisés avec les gènes ribosomiques, on arrive à quelque chose comme
150 000 genres d'eucaryotes, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'espèces que ça. Hein. C'est des genres. Donc il y a environ 150 000 genres d'eucaryotes dans ces stations. Je ne sais plus, c'est pareil, il y a une cinquantaine de stations qu'on a analysées. Et c'est intéressant parce que la diversité est très élevée pour les tout petits eucaryotes et elle est de moins en moins importante pour les organismes plus gros. Donc plus on est petit, plus il y a de diversité dans les eucaryotes. Ça, c'était connu, mais là, on l'a plus ou moins, mais là, on l'a vraiment démontré complètement pour l'océan. Alors là, bon, c'est une diapo un peu compliquée, mais c'est juste pour vous montrer. Ce que vous voyez ici, en fait, c'est la distribution de tous les eucaryotes, les petits eucaryotes, dans les différentes stations qui ont été analysées, dans ces fractions de taille entre 0,8 et 5 microns. Et ici, de tous les eucaryotes dans les fractions de taille entre 180 microns et 2 mm. Donc vous voyez, bon, on voit la diversité. Ça, c'est les organismes photosynthétiques, et ça, c'est les symbiontes. Ça, c'est très important. Parce que vous allez voir, il y a énormément de symbiose dans l'océan, dans les protistes, les animaux, partout. C'est que de la symbiose partout. Et la diversité symbiotique change en fonction des régions, et donc les interactions entre les organismes changent. Alors, il y a une chose qui est intéressante là-dessus, c'est qu'on s'est aperçu en général, on trouve un petit peu tous les organismes mélangés, mais il y a dans certaines stations, il y a des organismes qui dominent complètement. Par exemple, ces colonies de colodaires, ici, dominent certaines stations complètement, en jaune, alors que dans d'autres cas, c'est les copépodes. Ces deux organismes s'excluent. C'est-à-dire que quand il y en a un, on ne trouve jamais l'autre. Mais vous allez voir que ça, c'est très rare, en fait. La plupart du temps, on trouve les organismes les uns avec les autres, ils se mélangent, c'est plein de trucs. Alors, ce que vous voyez là, c'est des exemples, donc ça, c'est des exemples, c'est très beau, hein, c'est des protistes qui ont des tailles extrêmement différentes. Certains sont photosynthétiques, d'autres sont, comme les dinoflagellés, sont en général hétérotrophes, donc ils mangent d'autres protistes ou des bactéries. Mais certains dinoflagellés sont à la fois phototrophes et hétérotrophes. Donc voilà, donc maintenant je vais vous parler du rôle de la température, de l'auto-organisation des communautés planctoniques au travers d'interactions, donc comment ils interagissent. Et puis surtout, il y a une chose qui est extraordinaire, c'est que dans l'océan, les corrélations positives dominent sur les exclusions. Je vous ai montré qu'il y a des organismes qui s'excluent, mais en général, on trouve tous les organismes ensemble et ils ont l'air de fonctionner ensemble. Alors là, ça c'est un travail qui a été aussi effectué par le groupe de Pierre Bork et Cheney, c'est dans le même papier sur la diversité des bactéries. Vous voyez ici, qu'est-ce qui corrèle le mieux au point de vue paramètre environnemental avec la structure des écosystèmes bactériens, c'est-à-dire la composition taxonomique d'un groupe de bactéries à un endroit, dans l'ensemble, sur l'ensemble des échantillons, avec les paramètres. On s'aperçoit que la température et l'oxygène sont les deux paramètres essentiels qui déterminent la composition en espèces bactériennes. Et alors c'est extraordinaire parce qu'il y a une relation, il y a une véritable corrélation entre la température et la composition des espèces bactériennes de l'environnement. Et on a retrouvé ça aussi pour les autres organismes. Donc ça veut dire que la température joue un rôle très important dans la structuration des écosystèmes bactériens. Donc c'est important évidemment en ce moment avec le réchauffement climatique parce que on va certainement observer des grands changements. Alors ça, c'est un travail qui est effectué par un bioinformaticien en Belgique, le groupe de Jérôme Raes. Et ce qu'ils ont regardé, c'est qui interagit avec qui, autrement qui est avec qui sur l'ensemble des données de Tara, un grand nombre, je ne me rappelle plus combien de stations aussi, de données de stations de Tara Océan. Et donc, ils ont cartographié les interactions. Mais c'est là où on voit que, sauf en Méditerranée, dans la plupart des océans, ce qui domine, c'est l'interaction positive. C'est-à-dire que quand quelqu'un est là, il y a un grand nombre d'autres organismes qui sont là. Et on peut aller au-delà de ça, c'est qu'on peut regarder en détail qui est avec qui, et souvent ça fait sens, c'est-à-dire que ça correspond à des organismes qui vivent en symbiose, ou qui sont des parasites, ou qui sont des prédateurs, c'est des relations de prédateur-proie. Donc on peut caractériser la structure de l'écosystème en utilisant ces méthodes statistiques. Donc vous voyez ici par exemple des protistes, par exemple des diatomées. Il y a pratiquement aucun... Ça c'est très joli par exemple, c'est un tintinide. Vous voyez ici un protiste tintinide qui mange des diatomées. Mais là il vit en symbiose avec d'autres diatomées qui forment un espèce de tonneau autour de lui. Et on trouve plein de trucs comme ça, c'est absolument extraordinaire. Il y a une diversité d'interactions entre les bactéries, les protistes et les eucaryotes qui est fabuleuse.
Donc ça me fait penser, si vous voulez, que ça a joué un rôle très important. Probablement, toute la diversité de la vie s'est structurée dans les océans avant que la vie terrestre commence à apparaître, au niveau génomique et puis structure. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que quand on regarde, on sait par exemple vous savez, la fécondation, quand le spermatozoïde pénètre dans un œuf, en fait, il y a ce qu'on appelle de l'actine, il y a une structure d'actine qui perce l'œuf, et puis il y a tout un système qui permet la fusion de la membrane du spermatozoïde avec la membrane de l'œuf. Et on retrouve des phénomènes comme ça au niveau de la prédation. C'est assez amusant. Chez les protistes, quand un protiste mange un autre protiste, en général, il y a une même structure d'actine qui se forme, qui perce la membrane de celui qui va être mangé, et les deux membranes fusionnent, et il y en a un des deux qui mange l'autre. Enfin, on ne sait pas trop pourquoi c'est l'un ou l'autre, et on connaît très peu, c'est très peu décrit tout ça, ça a été très peu analysé. Et la fécondation dans la levure, ça marche aussi comme ça. Donc, si vous voulez, il y a des choses au niveau biologie cellulaire qui sont à découvrir, qui sont absolument fabuleuses dans ces systèmes. Et le séquençage qu'on a fait avec la caractérisation en imagerie, ça va donner des idées, parce que on va voir plein de choses, et on va pouvoir, ça peut ouvrir un champ aussi en biologie cellulaire et dans l'évolution, je pense. Donc là, je vais dire quelques mots de l'importance de la circulation océanique maintenant. Justement, c'est cette histoire d'anneau d'Agoulas. Alors ça, c'est très très intéressant parce que, vous voyez, donc ça c'est la description. C'est la description en fait de ce qui se passe autour de l'Afrique du Sud ici. Vous avez le courant des aiguilles qui descend à environ 3-4 nœuds, et c'est ce qui génère d'ailleurs des vagues scélérates dans cette zone-là, parce que il rencontre le jet circumpolaire qui lui va dans l'autre sens, va vers l'ouest aussi, qui est très puissant. Et donc quand ces deux courants-là, ça c'est un courant chaud, évidemment ça c'est un courant froid, quand ces deux courants se rencontrent, ça fait des anneaux gigantesques qui font environ 400 km de diamètre sur 4000 mètres de profondeur, qui sont très stables et qui traversent l'Atlantique. Et en fait, les océanographes du projet étaient très intéressés par ce truc-là parce que tous les gens se posent des questions sur comment les organismes qu'est-ce qui arrive aux organismes qui sont dans cette région-là quand ils sont transportés par le courant? Est-ce qu'ils passent dans l'Atlantique ou est-ce qu'ils passent pas? Alors, et puis en plus, qu'est-ce qui se passe avec les organismes dans la région polaire ici, du pôle sud? Donc, ce qu'on a décidé dans l'échantillonnage, on a décidé de profiter de Tara Océan pour évidemment, on a échantillonné l'océan Indien, l'océan Atlantique globalement, comme je vous ai expliqué tout à l'heure dans différentes zones. Et puis on a choisi un anneau d'Agoulas qui avait 9 mois. Ces anneaux-là, ils vivent pendant 2 ans. Vous voyez, il y en a un, on en a échantillonné 2. Un qui avait 9 mois, qui avait 9 mois d'âge, et l'autre 2 ans, donc qui avait fini de traverser l'Atlantique, pour essayer de comparer la composition en organismes qu'on avait dans ces anneaux-là par rapport aux 3 autres océans. D'accord ? Donc vous allez voir ce qui se passe. Alors là, je vous montre juste une petite simulation, parce que c'est très beau, c'est une simulation réelle, donc c'est une représentation réelle de la dynamique de ce système. Et ce que vous voyez là, c'est la concentration en phosphate et en nitrate qui change. Vous voyez, on voit la concentration qui change dans les anneaux quand ils se forment ici. Et ça, c'est la profondeur. Vous voyez, là ça va pas très profond. Ça descend jusqu'à 500 mètres, 400 mètres. Mais vous voyez comment ces anneaux, leur structure, c'est extraordinaire. Donc, c'est très important pour la vie, mais c'est aussi très important pour la circulation thermique des océans. Parce que ça transporte beaucoup de température ces anneaux-là. Donc, on a échantillonné un de ces anneaux, on a échantillonné les différents océans, et qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc, en regardant la diversité, la composition des écosystèmes, si vous voulez, dans l'océan Atlantique, dans 3 stations de l'océan Atlantique, 3 stations de l'océan Indien, les 2 anneaux, et puis l'océan Antarctique, là. Les zones. Et on s'est aperçu que par exemple, ces 3 stations sont très corrélées au point de vue composition en organismes. Les stations atlantiques, évidemment, sont corrélées entre elles. L'océan Indien aussi. Mais on retrouve aussi des organismes de l'Indien dans l'Atlantique et de l'Atlantique dans l'Indien. Donc il y a une corrélation aussi entre ça. Mais quand même, il y a une individualité de chacune des zones, en particulier de l'océan austral, antarctique. Et par contre, les 2 anneaux sont très différents, et en particulier celui-là, il est complètement différent. Quand vous regardez la composition en eucaryotes, par exemple, mais aussi pour les autres aussi, on a une composition qui est très spécifique. Et en fait, cette composition spécifique, elle est surtout spécifique de la capacité à utiliser les nitrates. Parce que ces anneaux qui descendent très profond pompent du nitrate
vers la surface. Et donc, on a une adaptation finalement des organismes dans ce système. Donc c'est très intéressant parce que probablement les organismes sont isolés dans cet anneau et on a une espèce d'évolution locale, de redistribution de tout le système, de tout l'écosystème. Donc ça montre comment le point auquel tous ces écosystèmes sont dynamiques et justement comment les océans sont, à mon avis, une machine à évolution incroyable. Parce que les organismes sont transportés sans arrêt d'un endroit à un autre, c'est-à-dire d'une zone froide à une zone chaude à une froide, des zones avec des concentrations en nitrate, en phosphate, en nutriments divers très différentes. Et donc, comme ils ont des taux de renouvellement très importants, il y a certainement des choses fabuleuses qui se passent là-dedans. Alors maintenant, la dernière chose dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est l'importance de ce qu'on a fait pour essayer de comprendre le rôle de ces écosystèmes dans la séquestration du carbone. Alors ça, c'est pas publié, ça va sortir, je pense, la semaine prochaine dans Nature. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a... alors, je vais vous dire un petit mot de la séquestration du carbone. Ce qui se passe, c'est que en surface, il y a du gaz carbonique qui est dissous. Donc, il y a une forte concentration de gaz carbonique dans l'océan. Il y a des organismes qui utilisent ça par photosynthèse, d'autres qui mangent ces organismes-là, donc le zooplancton, etc. Il y a une partie de toute cette masse biologique qui tombe, c'est ce qu'on appelle la neige marine, on la voit bien d'ailleurs quand on regarde avec des instruments. Et puis une partie de toute cette matière est réutilisée dans la zone mésopélagique entre 300 et 600 mètres, donc on reproduit du gaz carbonique, mais une certaine partie tombe au fond. Et donc on peut mesurer ce flux de matière vers le fond des océans. Il y a des formules qui permettent de calculer quelle est la partie qui sédimente vraiment et quelle est la partie qui est recyclée. Et là, ce que vous voyez ici sur cette photo-là, c'est l'intensité du flux de carbone tout le long du trajet de Tara. Donc, c'est-à-dire que vous voyez, non seulement on a fait de la biologie, mais on a fait de la très belle océanographie aussi. C'est-à-dire qu'avec la CTD, la machine qu'on envoyait jusqu'à 2000 mètres de fond, on a pu caractériser le flux de la quantité de matière qui était à différents endroits. Vous voyez qu'il y a des zones où il y a un très fort flux, comme là, et des zones où il y en a beaucoup moins. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a corrélé toutes les données qu'on avait analysées dans les papiers précédents qui ont été publiés dans Science. On a corrélé ça avec les données de flux qu'on a obtenues avec la CTD. Et on est arrivé à calculer, et on s'est aperçu qu'en fait, il y a un réseau, à la fois un réseau d'organismes que vous voyez ici, avec des nœuds et des interactions entre ces différents organismes. Et ça, c'est le réseau d'organismes, de virus, de bactéries, de protistes et de zooplancton. C'est tous les organismes. Comment ce réseau est structuré quand on a beaucoup de flux. Alors ça, c'est très important parce que c'est la première fois qu'on peut avoir une idée systémique de la façon dont le carbone est transporté dans les océans, c'est-à-dire corréler la biologie avec la physique. Donc évidemment, bon, ça c'est le début, hein, il va y avoir beaucoup de travail à faire encore là-dessus, mais c'est très intéressant et très prometteur. Donc voilà, donc ce que je voudrais, si vous voulez, pour conclure un petit peu, ce qu'on peut déduire en gros de tout ça, c'est qu'on on a fait une caractérisation bien sûr exhaustive des écosystèmes. C'est pas fini, hein, mais on pourra avoir une caractérisation assez exhaustive de la diversité des écosystèmes océaniques. On s'est aperçu d'un certain nombre de choses, comme les corrélations interroyaumes dominent largement dans ces écosystèmes, ce qui est très important parce que ça montre l'importance des interactions de l'interdépendance des organismes. C'est pas seulement, on parle toujours de la sélection naturelle, bien sûr, la sélection naturelle ça marche, mais on oublie aussi beaucoup l'origine de la diversification, de la complexification de la vie sur Terre. Et c'est ça qui est intéressant. On pense souvent que c'est des mutations, vous savez, des mutations ponctuelles qui s'accumulent, etc. Il y a certainement ça joue un rôle. Mais à mon avis, ce qui a joué un rôle vraiment colossal, c'est les interactions entre les organismes. C'est la complexification à travers des interactions et puis les grosses transitions, quoi. L'environnement joue certainement un rôle très important dans la détermination des structures des communautés. Mais ça suffit pas. C'est aussi les interactions. Donc c'est un mélange entre, si vous voulez, la température, la salinité, les différents paramètres environnementaux et les interactions entre les organismes qui déterminent à la fin la structure d'un écosystème à un endroit donné. Donc quand on pense, de nouveau, quand on pense à l'évolution, il faut penser à l'évolution aussi en termes d'écologie. C'est-à-dire comment les interactions entre l'environnement et les organismes
ont modelé, si vous voulez, l'évolution des écosystèmes. Et ça, on le voit simplement en regardant à différents endroits de l'océan, on voit comment ça se passe. Alors, comment ça s'est passé dans le temps, ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, une des idées, c'est d'essayer de faire des modèles avec ça. Bon, là, donc, c'est un petit peu la même chose, donc ça, le rôle des interactions. Et puis, ces communautés ont un rôle très important des propriétés émergentes pour, évidemment, la chaîne alimentaire, mais tous les processus de séquestration du gaz carbonique, de biogéochimie, si vous voulez, et évidemment, l'évolution. Donc, ce qu'on veut faire, si vous voulez, c'était déjà l'idée au départ, on avait écrit un petit papier, un espèce de livre blanc, d'article blanc, si on peut dire, avant de faire l'expédition. Pendant l'expédition, on avait expliqué ce qu'on voulait faire. En fait, ce qu'on voulait faire, c'était ça, c'est-à-dire d'utiliser la génomique pour faire des cartes d'activité métabolique des différentes régions de l'océan, d'analyser les réseaux d'interaction, et ensuite d'essayer de prédire, si vous voulez, comment ces écosystèmes vont évoluer avec le réchauffement climatique ou les changements environnementaux en général dans les océans globaux. Alors, on va pouvoir commencer à le faire, je pense, avec les données de Tara Océan, ça ne va pas suffire, mais évidemment, il y a plein de gens qui commencent à être intéressés par l'approche qu'on a utilisée. Donc, il y a des différents pays. Là, on travaille avec des pays d'Amérique du Sud pour développer ces approches autour de l'Amérique du Sud. Ce qu'il va falloir, c'est essayer maintenant de faire le même type d'échantillonnage, pas forcément avec des bateaux, mais à différents endroits, de faire des séries temporelles, etc., pour essayer de mieux caractériser le système. Mais on a déjà beaucoup d'informations sur la façon dont le système fonctionne. Alors, un des gros aspects de Tara Océan, ça a été aussi la communication scientifique. Et à chaque fois que le bateau s'arrêtait dans un port, il y a eu beaucoup de ports visités autour du monde, on faisait venir les enfants à bord, on allait leur faire des présentations, on expliquait ce qu'on faisait, etc. Et les marins, aussi bien que les scientifiques, pouvaient expliquer aux enfants ce qu'on faisait. Donc c'était fabuleux. Ça, c'est les enfants des favelas qui sont là à bord. Alors, au-delà de tout ça, de toute cette science-là, il y a quand même eu, sur le bateau, il s'est passé des choses, parce que tous les scientifiques, pratiquement tous les scientifiques du projet sont passés à bord, et d'autres. Et ça a créé vraiment un groupe, un collectif qui est... Maintenant, on est tous devenus des amis. C'est vraiment génial, quoi. Ça fait un groupe de scientifiques et de marins qui se connaissent bien et qui s'apprécient tous énormément. Donc, c'était aussi une très belle aventure humaine. Donc voilà, juste une petite partie ici de tous les gens qui ont parti. Il y a environ plus de 200 personnes qui sont passées à bord de Tara. Il y a une vingtaine de coordinateurs et puis tous les gens des labos qui ont travaillé sur l'expédition et qui travaillent maintenant sur les résultats. Voilà, je vous remercie. Merci pour nous avoir fait naviguer comme ça sur tous les océans, par tous les temps et tous les vents. Tous les vents. Y a-t-il des questions? Je suis sûr qu'il y a des questions. Oui, allez, Pierre Ancrenas. Quand on regarde le sable des plages, je pense à la plage d'Ouessant où on a une petite maison, on voit énormément de fragments de plastique et on nous dit qu'on va avoir maintenant au milieu du Pacifique une île composée de ces déchets de plastique qu'on n'arrive pas à détruire. Est-ce que Tara a vu une variabilité dans toutes ces espèces, c'est fabuleux ce que vous nous avez présenté, liée à cette pollution humaine? Alors, effectivement, on a regardé le plastique pendant tout le trajet, j'en ai pas parlé là. Donc, au milieu du Pacifique, il n'y a pas une île, hein, mais il y a beaucoup de plastique. Enfin, on l'a vu, on l'a quantifié un peu, parce qu'on avait un filet pour collecter en surface, et on l'a fait aussi autour du pôle Nord. Il y a du plastique partout. Mais il y a des morceaux, des gros morceaux, mais il y a aussi énormément de microparticules, parce que le plastique est dégradé par les UV, et ces microparticules sont recouvertes d'organismes, bien sûr. Alors, dans la première partie, dans cette expédition Tara Océan, là, on n'a pas vraiment, on n'a pas collecté le plastique pour faire l'analyse. Par contre, si d'ailleurs, on l'a fait au pôle Nord.
La fin de l'expédition, la deuxième partie, il y a un groupe qui a collecté le plastique pour analyser les organismes qui sont dessus. Ils sont en train de le faire. Donc j'ai vu passer, il y a un papier en cours d'écriture là, je sais pas, mais c'est juste le début. Et en Méditerranée, il y a une autre expédition qui a été faite il y a l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, je ne me rappelle plus. Ils sont partis, ils ont collecté spécifiquement le plastique pour étudier les organismes associés. Et on voit plein, effectivement, des bactéries filamenteuses, plein de choses qui poussent sur le plastique. Donc c'est important parce qu'il faut essayer de voir comment ce plastique va être dégradé, s'il est réintégré dans la chaîne alimentaire. Probablement qu'on en mange. Hein. Quand on mange du poisson, on mange sûrement des choses qui sont digérées du plastique. S'il le digère, je ne sais pas. Donc voilà, on ne sait pas. Mais c'est vrai que c'est un gros problème, cette histoire de plastique. Et il y en a une grosse quantité. Ouais. Alors, moi, j'ai sur ma liste Antoine Danchin, Moshe Yaniv, Catherine Césarski. Oui, Eric, tu as dit quelque chose d'extrêmement intéressant sur les interactions positives. Mm-hmm. Et ces interactions sont faites de fusion de membranes, de choses de ce genre, et de phagocytose, si je comprends bien. Ouais. Bon. À chaque fois qu'on crée une fonction, une fonction de ce genre, il se crée une contre-fonction. Ouais. Par conséquent, visiblement, en dehors des interactions positives, il doit y avoir des organismes qui essaient d'échapper à l'interaction. Et ça fait une pression de sélection gigantesque. Mm-hmm. Alors, ma question est très précise. Il y a un moyen d'échapper très précis qui est d'empêcher les fusions de membranes. Et il y a un domaine entier de la vie qui permet d'échapper à la fois aux bactéries et aux eucaryotes, ce sont les archées, parce que les membranes sont symétriques et ne peuvent pas fusionner. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé des archées? Dans les sols, il y a un très grand nombre d'archées. Alors, que se passe-t-il? On a plein d'archées. Je ne peux pas répondre à vos questions, parce qu'on n'a pas encore tout regardé. Mais les données sont dans les données. C'est ça, mais je ne les ai pas regardées. Logiquement, on s'attendrait à ce qu'elles fassent une sorte de complément, une image négative. Faudra regarder. Je n'ai pas bien regardé le réseau, mais elles sont certainement, comme tu dis, je pense que c'est exactement le genre de choses qu'on peut faire avec ces données. C'est regarder toutes ces questions-là, tu vois. Ouais. On n'a pas regardé encore vraiment ça en détail. Moshe. Eric, la Méditerranée est une mer très polluée par rapport aux océans. Est-ce qu'on voit une différence quantitative dans la composition Oui, il y a une différence. La composition de la Méditerranée est très spécifique. Maintenant, c'est difficile de dire, on n'a pas non plus analysé le détail, parce qu'il faudrait on n'a pas mesuré la pollution dans Tara, on n'avait pas les moyens de le faire, mais il y a une composition très différente des grands océans. Alors, est-ce que c'est dû à la pollution ou est-ce que c'est dû parce que c'est une mer fermée, il n'y a pas la même circulation? C'est pareil, tu vois, dans les grands océans, 80% des organismes ont des interactions positives. Il y a très peu d'exclusions. En Méditerranée, on a 50%. Il y a beaucoup plus d'exclusions. Je ne sais pas pourquoi encore. Tu vois, toutes ces choses-là, on peut regarder, essayer de comprendre. Il faut essayer d'analyser tout ça. Et deuxième question, si je peux. Oui. Est-ce que vous avez essayé aussi d'isoler des organismes pour séquencer des génomes uniques et pas avoir le métagénomique? Oui, on en a plein. On a déjà, je sais pas, Jean, on en a combien séquencé? 200 ou 100? Je sais plus. Ce qu'on fait surtout en termes de séquençage, c'est des organismes isolés par ailleurs, pas par l'expédition Tara, mais il y a une collection d'organismes isolés qui avait été faite à Roscoff, et c'est surtout dans cette collection-là qu'on tape pour le moment. Mais effectivement, le nombre, c'est de cet ordre-là. Sans ça. Mais on en a aussi collecté dans Tara, on a collecté des organismes spécifiquement pour faire du séquençage de génomes uniques, comme ça, de façon à avoir des génomes de référence dans les zones qu'on a échantillonnées. Donc c'est aussi un projet en cours. 3 suivants, c'est Catherine Césarski, Ghislaine Mancilly et Pascal Cossard. Bien, donc merci pour cet exposé éblouissant. Je me demandais, c'est évidemment la première fois que l'on fait un répertoire comme ça complet de tout ceci, mais je suppose qu'il y a eu des mesures parcellaires par le passé. Et je me demandais si vous êtes déjà capable de donner des résultats sur des variations possibles de densité ou de type. Je suppose qu'à l'avenir, vous allez évidemment faire un suivi, mais peut-on déjà dire quelque chose par rapport au passé et depuis quand? C'est pas très facile parce que, en fait, il n'y a quasiment pas d'échantillonnage comme Tara, parce que c'est un échantillonnage pélagique, c'est au large.
Donc la plupart des échantillonnages sont faits par des stations de biologie marine, des choses, à part la station l'expédition de Craig Venter, qui était uniquement des bactéries. Et ouais, la mer des Sargasses, mais aussi autour du monde, il est échantillonné. Et là, il y a une partie des organismes qu'on trouve qui se recoupent avec les données de Craig Venter. Il y en a d'autres qui sont dans les données de Craig Venter qu'on ne trouve pas dans les nôtres et vice-versa. Donc mais une toute petite partie, la majorité se recouvre. Mais on n'a pas, non, on ne peut pas faire ça. Pardon, oui, je suis désolé. Donc on peut pas encore faire ça. D'accord. Donc, Ghislaine Marcilly. Oui. Bernard Roch, c'est après Pascal Cossard. Non, Bernard, Ghislaine Marcilly, excuse-moi. Vous avez choisi comme pour un gréement goélette pour Tara. C'était pour faciliter l'attraction des filtres ou quelle était la raison? Non, il n'y avait pas de raison. On a choisi un bateau à voile. Moi, je voulais faire ça sur un bateau à voile parce que c'est plus romantique. C'est tout. Si vous voulez, pour l'aspect pédagogique, et, si vous faites ça sur un bateau à moteur, ça enlève 80% du rêve pour les gens. Donc c'était. Et quand vous traîniez les filtres, vous les traîniez au moteur ou à la voile? On les traîne au moteur. Au moteur. Mais en fait, on a les moteurs au ralenti parce qu'on dérive quand on collecte. On essaye d'aller le plus lentement possible. Il faut être en dessous de 2 nœuds. Donc on laisse le bateau. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse le bateau. On met juste la trinquette, on se met vent arrière, et on laisse le bateau dériver entre 1 et 2 nœuds pour pas déchirer les filets. C'est des filets très très fragiles. Donc on n'a pas besoin de. On peut quasiment le faire à la voile, hein, mais on met le moteur en route pour pouvoir manœuvrer, quoi. Mais, d'accord. Ouais. Okay, merci. Marcilly, ensuite Pascal Cossard et Daniel Louvard. Merci pour cette superbe exposé et tout ce que vous nous avez raconté. Vous avez bien expliqué que les zones riches dans l'océan austral en nutriments viennent en fait autour de la calotte polaire, et la convection de ces nutriments vers les zones photiques où il y a plus d'énergie lumineuse permet au phytoplancton de se développer. Exactement. Ouais. Alors là-dessus, il y a une théorie qui a été développée avec Knudsen, c'est que c'est des carences en fer qui empêchent le phytoplancton de se développer. Ensuite, d'autres... Pas seulement. Hein, oui, voilà. D'autres ont dit qu'il y a aussi le zinc, il y a aussi le manganèse, il y a aussi le magnésium. Et puis, vous en avez parlé, il y a aussi finalement les nitrates et les phosphates. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui sur le facteur limitant de la croissance du phytoplancton dans les océans austraux? Dans les océans austraux. Dans les océans en général. Il faut qu'il y ait une concentration minimum dans ces éléments pour qu'ils se développent, quoi. Mais là, on a les cartes. Vous avez vu la carte que j'ai montrée. On a la carte de corrélation. Donc on peut voir, si vous voulez, on peut établir les corrélations entre la concentration de ces éléments et le taux de prolifération des différentes espèces. Bon, là, je peux pas vous le dire, je sais pas, hein, parce que j'ai pas regardé ça en détail, mais on peut sortir ça des données qu'on a faites. C'était une des idées. Hein. Les corrélations, mais bizarrement, les corrélations les plus fortes avec les corrélations, c'est bizarre parce que c'est pas ça qui corrèle le plus. C'est la température et l'oxygène vraiment qui corrèlent le plus avec la diversité. Plus il fait froid, moins la diversité est grande et plus les organismes sont nombreux. Dans les zones froides, probablement à cause c'est corrélé avec les régions où il y a beaucoup de remontées profondes. Parce que les zones froides sont aussi des zones de pooling, donc il y a de la remontée d'eau profonde vers la surface, et donc tous les sels nutritifs remontent. Vous voyez ? Alors là, on a un papier qui est en cours, je ne l'ai pas encore lu, mais qui est en cours d'être écrit sur on a fait une expérience dans les marquises, justement, parce que les marquises, c'est intéressant. Il y a le courant équatorial qui va vers l'ouest. Donc on peut prélever avant les marquises. C'est des zones très eutrophiques où il y a quasiment très peu de vie. C'est pas un désert, mais il y a juste un certain nombre d'espèces qui survivent. Et puis à l'intérieur des marquises, il y a énormément de vie parce qu'il y a évidemment le fer,
et puis tous les éléments qui sont présents. Et donc on a des blooms, donc il y a beaucoup d'espèces qui prolifèrent. Donc on a échantillonné plusieurs régions au moment où on est passé autour des marquises avec le bateau. On a échantillonné avant, au milieu des marquises et après. Donc on va pouvoir voir vraiment en détail ce que vous dites là, on va pouvoir voir en détail comment ça se passe. Mais là je ne peux pas vous donner une réponse précise là-dessus. Pascal Cossard, Daniel Louvard, et je poserai moi-même une question. Eric, tu as dit que tu avais fait de la génomique, de la transcriptomique. Donc vous êtes revenu avec quoi précisément? Vous avez des petits organismes dans des petits bocaux ou vous avez parce que là tu n'as pas dit que vous aviez gardé des tas d'échantillons et tout ça. Donc vous avez gardé de l'informatique, d'accord, de l'ADN, de l'ARN, mais aussi des tas de bactéries. On a plein de bocaux de tous les organismes depuis. Enfin les bactéries on n'a pas gardé pour l'imagerie. Mais par contre, tout ce qui est protistes et zooplancton, on a... Donc c'est congelé, ça a été fait... C'est conservé dans le formol, pas congelé, formol, alcool, ça dépend desquels. Parce qu'il y en a qui sont morts définitivement et il y en a... Ah, ils sont morts, oui. À tout. Ils sont tous morts. Par contre, on en a... Les bactéries, vous pouvez les ressusciter. Voilà, les bactéries. Alors, ça oui, parce qu'on a conservé des échantillons. Les échantillons qu'on a conservés pour faire du single cell génome, en fait, c'est congelé, à moins 80. Et ceux-là ne sont pas morts. Donc, il y en a qu'on peut ressusciter, je pense, là-dedans. Daniel. Ça va presque être la prolongation de la question de Pascal. Quand vous analysez les génomes des protistes, est-ce qu'on peut dire que les protistes ou le génome des protistes, par leur signature moléculaire, est-ce que tout a été inventé et que les cellules eucaryotes modernes ont exploité ça, ou est-ce qu'il y a eu des inventions après en termes de fonction cellulaire? Ça, c'est ce qu'on veut regarder. On ne sait pas encore, mais on pourra le faire. On ne sait pas encore parce qu'on n'a pas fait la métagénomique sur les protistes, c'est compliqué sur les eucaryotes. Donc on a fait la métatranscriptomique. Donc c'est en cours. Jean peut dire où on en est là, peut-être. Il veut aussi dire un mot. Mais c'est en cours de rédaction en fait. On est en train d'écrire un papier là-dessus sur la caractérisation des gènes qu'on a. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Je ne sais pas jusqu'où on peut aller dans cette direction-là. Moi, j'aimerais bien qu'on regarde ça, de bien regarder qu'est-ce qui a été inventé après, et s'il y a des choses qu'on ne trouve pas du tout. La question, c'est, je ne sais pas si on peut le faire seulement avec la métatranscriptomique, ou s'il faudrait, je pense qu'il faudrait peut-être aussi des génomes de référence quelque part. Tu vois, je suis pas sûr. Mais en tout cas, on va avoir énormément d'informations sur les gènes eucaryotes, probablement une grosse partie totalement mal connue, quoi. Alors, avant Joël Bocquer, j'avais posé une question. Ensuite, ce sera le Q derrière. Juste une question. Toutes ces petites bêtes qui descendent dans les courants chauds de l'océan Indien, qui au bout de la pointe de l'Afrique rencontrent du froid brutalement. On en perd combien? Elles s'adaptent, elles survivent? Parce qu'on a tendance à dire, oh là là, toutes les variations de température dans les océans, ça va être dramatique. Mais là, elles vivent le drame en permanence. Ah bah bien sûr, oui, c'est pour ça. Moi, je suis pas si terrifié que ça. Oui. Je pense que il y a de l'adaptation là. Ça va changer. Une des grandes questions, je pense, des écosystèmes, c'est pourquoi ils sont robustes. Qu'est-ce qui donne la robustesse à ces écosystèmes? Et ça, c'est un peu optimiste. Oui, je pense, oui. Joël Bocquer. Tu as dit la symbiose est partout, donc ça m'intéresse. Ça vous intéresse aussi d'ailleurs, la symbiose entre les bactéries et nous-mêmes. Mais comment vous avez évalué les symbioses justement dans tous ces échantillons? Quels sont vos critères pour dire tiens, il y a une symbiose entre... Moi je connais pas bien tout ça, mais les biologistes comme Colombo de Vargas par exemple à Roscoff connaissent bien parce qu'ils ont commencé à regarder, ils travaillent là-dessus depuis longtemps sur le plancton qu'ils collectent dans les stations de biologie marine. Donc il y a un certain nombre d'organismes dont on sait qu'ils vivent en symbiose. Parce qu'on le sait déjà par l'observation. Et là, ce qu'on va, là encore, parce que je vous parle de ça, mais on a juste commencé à analyser tout ça, donc je peux pas répondre à beaucoup de questions, mais on a développé une méthode d'imagerie. J'ai montré quelques images là à l'EMBL justement pour voir dans les organismes qu'est-ce qu'il y a. Quels sont les autres organismes qu'il y a dans les protistes, ou même les organismes plus gros. Je peux remontrer, je ne sais pas si je peux remonter cette diapo, mais non, enfin bon,
je sais pas, je crois que c'était ça. Attendez voir. Tom. Juste rapidement, voilà. Vous voyez ici, ça c'est tout un tas de protistes. Donc là, vous voyez, on voit plein. Ça, je crois que c'est des bactéries là qui vivent dans ce dinoflagellé. Là, c'est d'autres protistes qui vivent avec une diatomée. Donc là, voilà. Donc à chaque fois, on voit plein de choses. Alors, ce qu'il y a, c'est que là, c'est pas, si vous voulez, c'est pas bien caractérisé parce que c'est la forme. Alors, il y a un certain nombre de formes qui sont connues, donc on sait ce que c'est. Mais ce qu'on veut faire, c'est développer de l'hybridation in situ pour voir qui est avec qui en détail. Donc on a des données statistiques là, de corrélation sur la métagénomique, mais on a aussi, enfin pas métagénomique, mais sur les gènes ribosomaux, on va aussi avoir la métatranscriptomique, mais on va pouvoir regarder directement par imagerie la diversité de ces interactions. Voilà. Thomas Lecuy, ensuite Philippe Taquet et Vincent Portillo. Oui, donc j'ai été fasciné par ces corrélations et pour essayer de dépasser une simple corrélation et d'aller vers une analyse potentiellement causale, bon, c'est toujours compliqué, là il y a une information potentiellement très riche qui est un suivi dynamique. Alors vous ne pouvez pas suivre à l'échelle du monde entier la dynamique, mais est-ce que vous avez identifié certaines régions du globe qui pour vous seraient représentatives de certains types d'interactions et que vous pourriez suivre ou que d'autres pourraient suivre de façon dynamique pour essayer maintenant, par les approches de cross-corrélation, d'identifier de possibles interactions causales par les délais temporels entre différents processus. Oui, il y a des zones. On peut identifier des zones comme ça. Et puis, c'est un des projets qu'on a maintenant, c'est d'identifier un certain nombre de zones comme ça et de travailler en collaboration avec des laboratoires du monde entier sur ces régions-là pour faire des séries temporelles. Et donc là, vous avez identifié des régions particulières, vous avez des collaborations déjà en cours? Non, on n'a pas encore fait ça, parce qu'on était trop occupés. Parce que c'est un boulot colossal, tout ça, c'est monstrueux, donc on n'a pas encore eu le temps de faire ça, mais c'est en projet. Enfin, justement, en Amérique du Sud, on a un certain nombre de labos avec qui on veut travailler, j'y vais à la fin du mois, là, pour discuter de ces questions-là. L'Amérique du Sud, c'est une zone très intéressante, par exemple, la zone que j'ai montrée, là, la tempête, là, cette région-là, c'est une zone qui est très intéressante parce que, comme les anneaux d'Agoulas, c'est des régions où il y a des rencontres de courants et très, très, très différents. Donc il y a une grosse diversité et d'essayer de voir comment ça va évoluer, c'est très intéressant. En particulier quand on a ces tourbillons qui descendent régulièrement comme ça, d'eau chaude qui descendent dans l'eau froide, qu'est-ce qui se passe dans ces zones-là? Donc, je sais que les Argentins sont très intéressés par ces questions-là. Mais il y a plein d'endroits où on peut faire ça. Il y a le Pueling du Benguela aussi, au sud de l'Afrique, qui est très intéressant. Il y a plein d'endroits. Enfin, ce que je trouve dans ce qu'on a fait dans Terra Océan, ce qui est vraiment intéressant, c'est la méthode. C'est-à-dire que c'est une méthode d'étude des écosystèmes qui est holistique, quelque part, et donc qu'on peut appliquer maintenant de façon plus spécifique, quoi. Bien, Philippe Taquet et Vincent Portillo. Merci pour votre magnifique exposé. Quand on pense au futur de l'humanité, de notre planète, l'homme essaye de gérer les océans très mal d'ailleurs, parce qu'avec la surpêche, c'est un bon exemple ou un mauvais exemple. Si vous aviez à protéger des espaces maritimes, océaniques, grâce à toutes vos données, qu'est-ce qui serait prioritaire dans les choix à faire? On ne peut pas évidemment protéger tout. Mais étant donné maintenant votre connaissance des zones les plus intéressantes et favorables à la vie, quel est les conseils que vous donneriez aux politiques? Moi, je pense que d'abord, il y a les régions de forte sédimentation, de fort flux de carbone qu'il faut protéger parce que c'est très important pour la séquestration du gaz carbonique. Il y a les zones. Alors paradoxalement, je pense que les zones froides comme le pôle Nord et l'Antarctique sont relativement protégées. Il y a peu de diversité, mais elles sont très productives. Donc là, en faisant un peu attention, on peut quand même pêcher. Par contre, les zones oligotrophiques, ça c'est les zones eutrophiques, où il y a peu, je me mélange toujours, oligotrophiques,
il faut faire attention parce que là, je pense qu'on peut déstabiliser ces écosystèmes beaucoup plus. Et surtout il y a des zones en ce moment qui sont en train de perdre de l'oxygène, comme par exemple le nord de l'océan Indien ou l'est du Pacifique. On comprend pas très bien pourquoi ça se passe comme ça. En fait, il y a des raisons. Il y a un certain nombre de bactéries qui poussent, qui utilisent l'oxygène. Il y a des problèmes aussi de changement de circulation océanique. Ces zones sont fragiles parce que si la concentration d'oxygène continue à décroître et que ça s'étend trop, là on va avoir des vrais problèmes. Donc c'est un peu ces questions-là qu'il faut examiner en priorité pour essayer de voir quoi protéger. Vincent. Oui, nous avons à l'Académie une commission qui se préoccupe de l'évolution de la biodiversité, de son adaptation et des limites de cette adaptation au changement climatique. Avec les découvertes dans les forêts tropicales, nous avons vu au cours des décennies récentes le nombre d'espèces considérées comme un indicateur de la biodiversité atteindre le million et puis peut-être 10 millions dans certaines évaluations. Est-ce qu'après votre expédition, vous réévaluez quantitativement la biodiversité? Est-ce qu'on passe à 100 millions? Pour l'instant, dans les océans, pour les eucaryotes, on estime, jusqu'à présent, on connaissait, c'était différent. Dans les océans, on connaissait, pour les eucaryotes, on connaissait à peu près 10 000 espèces, c'était pas beaucoup. Et l'évaluation, je crois que c'était 1 million, je crois, maximum. D'après ce qu'on sait, d'après les résultats qu'on a, on a à peu près sur ce qu'on a fait, parce qu'on n'a pas tout échantillonné, mais disons, vu que ça sature à peu près, ça va pas augmenter beaucoup, mais on arrive à peu près à 150 000 genres d'eucaryotes, donc il y a probablement entre 1 million et 10 millions d'espèces dans les océans. C'est à peu près ça qu'on dirait. On dirait à peu près cet ordre de grandeur-là, quoi. Jean. Jean Besson, oui. Pour ajouter sur ce point-là, sachant que les estimations qu'on fait sont purement basées sur des données moléculaires, et donc la notion d'espèce est extrêmement arbitraire dans ce type d'estimation. Ouais. Et sa comparaison avec des observations paléontologiques très osées. Ouais. Nous ne sommes pas entrés dans une nouvelle extinction en masse. Je voudrais simplement demander à M. Garsanti à quelle profondeur disparaît ce monde merveilleux. Il change, c'est-à-dire que si vous voulez, le monde qui a dans la zone éclairée, c'est-à-dire jusqu'à 100 mètres de profondeur, c'est surtout ce qu'on a étudié. Il y a beaucoup d'organismes photosynthétiques. Quand on descend en dessous, on a un autre régime parce que les organismes qui sont en dessous, mais il y a aussi énormément d'organismes et la diversité augmente. Plus on est profond, plus la diversité augmente. Et ces organismes mangent. Comment ? Y a-t-il une limite stricte ou bien vraiment c'est progressif ? Il y a vraiment un changement en dessous de 100 mètres de profondeur. On change de régime en dessous de 100 mètres. Parce que les organismes mangent ce qui tombe de la surface et ce qui remonte du fond. Donc on a un autre écosystème, quoi. Et quand on va encore plus profond, là on sait très peu de choses en fait, dans les environs de 4000 mètres. En fait, il y a une autre expédition qui a circulé en même temps que Terra Océan qui s'appelle Malaspina, une expédition espagnole. Et eux ont surtout échantillonné au fond. Donc ils ont fait beaucoup d'échantillonnage très profond, autour de 4000 mètres. Donc on verra, mais on doit se rencontrer avec eux pour discuter et mélanger nos résultats, mais on ne l'a pas fait encore. Jean-Yves Lallemand. Étant donné que votre parcours a été continu, disons, vous n'avez probablement pas pu faire des échantillonnages au même endroit à des saisons différentes, ou bien avoir des informations comme les changements qui interviennent quand il y a El Niño dans le Pacifique. Est-ce que vous avez quand même une idée sur la question ? Non. Là, je ne peux pas répondre à ça parce que c'était vraiment un échantillonnage, disons, one shot. Hein, c'était à chaque fois différent. Alors, je pense qu'on pourrait, mais ça va venir, je pense, dans les modélisations qu'on va faire, on pourrait probablement essayer d'extrapoler, c'est-à-dire de voir, en fonction de l'ensemble des données qu'on a, de voir comment les écosystèmes peuvent changer
avec les changements qui se produisent au cours des saisons, c'est-à-dire la température, ce qu'on sait des changements environnementaux et de la biologie, hein, de ce qui est connu. Mais je ne sais pas, pour l'instant on n'a pas fait ça, je ne sais pas si on arrivera à le faire, ça serait super intéressant, mais il faudrait surtout rééchantillonner, je pense, faire des échantillons, des séries temporelles avec la même stratégie. Mais ce n'était pas le but de Tara Océan, c'était plutôt déjà de faire un peu un inventaire, de se faire une idée de ce qu'il y a. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions urgentes, je voudrais remercier à nouveau non seulement Eric Karsanti, mais aussi tous les gens qui ont participé à Tara, 200 personnes si j'ai bien vu, il y en a peut-être qui sont dans la salle. On a beaucoup rêvé, on a appris de la science, une science qui n'était pas si évidente que ça, parce qu'on n'a pas des informations tout le temps sur ces zones-là. J'ai senti un vent d'optimisme sur la capacité de ces espèces dans les océans à subir des chocs thermiques, donc ça me rassure. Sur les plastiques, je crois qu'effectivement, on a besoin de faire du plastique biodégradable, et je crois que les chimistes s'y intéressent, mais les politiques un peu moins. C'est pas le carton versus plastique, c'est le plastique non biodégradable versus plastique biodégradable. On y arrivera, et ça sera un grand progrès pour éviter de mettre tout ça dans les océans, parce que le plastique n'a jamais été inventé pour être jeté à la mer. Voilà. Merci beaucoup. Merci de nous avoir fait rêver toute cet après-midi. Au revoir. Merci.